Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'analyse un article de blog qui a été écrit par Le Revenu, qui est un site internet d'information financière. On y trouve aussi de l'information économique, des tutoriels. Et l'article qui m'a intrigué, c'était sur les 10 règles pour investir en bourse. Donc ils ont fait un petit article à destination des débutants pour leur donner quelques conseils pratiques pour éviter les erreurs que commettent malheureusement 95% des investisseurs débutants. Et je me suis dit que j'allais prendre chacune de ces règles pour donner mon avis critique. L'objectif, hein, c'est pas de démonter qui que ce soit, d'être ultra critique et de dire ouais ils ont rien compris. Le but, c'est de donner mon avis objectif. Parce que la bourse n'est pas une science exacte, les avis divergent et c'est toute la beauté d'ailleurs de cette discipline. Et d'ailleurs, je vous invite à partager vos commentaires, vos réflexions sur les règles qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant de commencer, n'oubliez juste pas de liker la vidéo et de vous abonner, bien entendu, si vous aimez mon contenu. Et la première règle que nous partage cet article, ne placez pas l'argent de vos courses. Vous ne devez jamais placer en bourse des liquidités dont vous pourriez avoir besoin à court terme. Et c'est une règle avec laquelle je suis entièrement d'accord. N'investissez jamais de l'argent dont vous pourriez avoir besoin dans les prochains mois. Et en termes d'urgence financière, qu'est-ce qu'on peut avoir? La première, la voiture qui rend l'âme. Donc une voiture d'occasion bas de gamme, vraiment très très bas de gamme comme moi j'ai, ça coûte entre 3500 et 5000 euros. Donc avec ce prix, on a une voiture qui a 120 000, 130 000, voire jusqu'à 150 000 km. Pour une voiture un peu plus moyenne gamme, toujours en occasion, on est sur du 10 000, 11 000 euros, jusqu'à 12 000 euros par mois. Et enfin, pour une voiture haut de gamme, en remplacement, on va chercher dans les plus de 20 000 euros. Donc c'est des sommes qui doivent être mobilisées sur des comptes bancaires, de préférence très liquides, comme le livret A, le LDDS, il me semble que ça s'appelle comme ça, le livret de développement durable et solidaire, mais vraiment des enveloppes liquides qui vous permettront d'avoir vos fonds rapidement. Et imagine que tu as investi absolument tous tes fonds, tous tes comptes bancaires en bourse, on va prendre le S&P 500 en 2019. Tout se passe bien pendant l'année 2019. Tu partages tes super performances boursières au cours du repas de Nouvel An avec tes proches. L'année 2020 commence. Puis en mars, ta voiture tombe en panne et impossible de la réparer. Et tu es obligé de prendre une voiture d'occasion. Sauf que le problème, déjà, tu n'as pas de liquidité pour acheter ta voiture de remplacement. Et les marchés s'effondrent à cause de la pandémie Covid. Donc là, tu te retrouves à devoir vendre à perte avec une moins-value de 20%. Donc un conseil avec lequel je suis entièrement en phase, je mets un pouce vert pour le valider. Ensuite, la deuxième règle, investissez de façon progressive. Placez en une seule fois une grosse somme sur un titre ou un fonds et risquez en cas de retournement de marché. Alors là, je vais être un peu mitigé, c'est-à-dire que investir de manière progressive, de façon progressive en utilisant le DCA, le Dollar Cost Average, où tu vas placer régulièrement une petite somme tous les mois, ça peut être 200, 300 euros, eh bien ça marche si votre stratégie est passive. Si vous investissez par exemple sur des ETF et que vous avez une petite épargne, 100, 200 jusqu'à 500 euros, eh bien lissez ces investissements sur le temps, acheter au point haut, acheter au point bas, et c'est très 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 intelligent. Ça permet de lisser ton prix de revient unitaire et surtout de ne pas faire attention à la performance boursière du moment. Tu vas investir à moins 10, à plus 15, à plus 20, à moins 5. Et comme ça, sur le long terme, tu vas pouvoir avoir des performances assez exceptionnelles. Et par contre, là où je suis beaucoup plus mitigé, c'est pour le stock picking et notamment pour les investisseurs à dividendes. Car pour avoir un bon dividende, il faut avoir un bon prix d'acquisition. Le rendement sur dividende est calculé de la manière suivante. On prend le dividende unitaire par action divisé par le prix de l'action et ensuite ça nous donne un pourcentage. 5, 6, 7, 8%, ce sont les rendements qu'on peut avoir sur des valeurs à haut rendement. Et donc, vous comprendrez que acheter au plus bas, c'est absolument essentiel pour avoir un excellent rendement. Et d'ailleurs, en 2020, j'avais fait une super opération sur l'entreprise Total qui se vendait à 26 euros. Le dividende était environ à 2,66. L'action, je l'avais acheté 26 euros. Ça nous fait un rendement sur dividende de plus de 10%. Donc, c'est un excellent rendement et ça permet d'avoir de solides dividendes à long terme. D'autant plus que l'entreprise Total est de qualité. Par contre, si on achète Total aujourd'hui, au prix actuel, ça nous fait un rendement sur dividende assez faible, 4,5 jusqu'à 5%
Autre point sur le stock picking, ça concerne les actions de qualité, les quality stocks, comme je les appelle. Le prix d'acquisition est un peu moins important parce qu'on a de la croissance à long terme, mais moi ce que j'essaye de faire, c'est de jamais acheter les points hauts. C'est-à-dire sur Microsoft, Visa et MSCI, j'attends toujours des petites corrections de l'ordre de 3-4%. Les moins 15, moins 20% sur des valeurs de qualité avec une croissance continue, ça n'existe pas. Ça concerne beaucoup plus des actions cycliques qui versent des dividendes comme Total, Ruby, BNP Paribas. Et pour vous montrer un exemple concret, vous avez mon portefeuille, compte titre ordinaire avec les valeurs que vous pouvez voir avec Loves, MFC, Microsoft. Et comme je vous l'ai dit, j'essaye toujours d'acheter quand ça fait moins 2, moins 3, moins 4% pour éviter d'acheter au point haut. Et là, par exemple, il y a une fonctionnalité assez intéressante sur Snowball Analytics qui s'appelle Find the Dip. En gros, trouver l'opportunité, la petite correction. Et on peut voir que sur l'entreprise Visa, en ce moment, il y a une petite opportunité puisque l'entreprise a dévissé de 2,37% par rapport à sa moyenne mobile sur 10 jours. On a aussi une petite correction sur Microsoft, mais on peut voir sinon qu'au niveau des autres lignes, on est très légèrement au-dessus des moyennes mobiles et ça ne constitue donc pas de signal d'achat. Donc concernant cette règle, je suis assez mitigé et je mets un bonhomme sceptique. Troisième règle, selon le revenu, diversifiez vos placements. La bonne répartition des actifs financiers, actions, obligations, monétaires est la principale source de performance en bourse. Alors, là, je vais être clair, je vais vous partager vraiment mon avis là-dessus. Je pense que la diversification, c'est inutile en période de constitution de capital, en période de capitalisation. Le piège dans lequel tombent la plupart des débutants, c'est qu'au départ, ils essayent de tout diversifier. Ils vont par exemple, avec un capital de 20 000 euros, mettre 10 000 euros sur des actions, 5 000 euros sur de la pierre papier, des SCPI, et 5 000 euros en obligations. De 1, ça augmente leurs frais de transaction, parce qu'ils vont être chez différents courtiers avec des tarifications différentes. Les SCPI vous prennent 10% de frais d'entrée, par exemple. De 2, il va y avoir un problème de performance, parce que les obligations et les SCPI ne produisent pas la même performance que les actions. Sur les actions, si on prend le S&P 500, on est en moyenne sur 11% de performance par an depuis 20 ans. Les obligations, on est peut-être à 2, 3, 4% au maximum. Les SCPI, pareil, j'avais regardé sur Lovinvest, on était sur du 6% brut, grosso modo. Et ça fait que sur 20-30 ans, eh bien, tu n'auras pas les mêmes performances que si tu t'étais concentré uniquement sur les actions. Et le troisième point, c'est qu'à force de vouloir être partout, on finit nulle part. C'est magnifique comme citation, mais c'est quelque chose dans lequel je suis tombé. Alors moi, j'ai pas diversifié sur des obligations et du monétaire ou des SCPI, j'ai diversifié dans un commerce physique. J'avais ouvert une franchise de coffee shop. Et ce qui s'est passé, c'est que eh bien, mon épargne, je l'ai diluée. Au lieu d'investir full action, eh bien, j'ai réparti entre actions et mon projet de franchise. Et malheureusement, au bout de 6 mois, on s'est aperçu que le point de vente n'était pas du tout rentable. On perdait plusieurs milliers d'euros par mois. Donc, on a dû arrêter le business et j'ai perdu de l'argent. Voilà. Mais si je m'étais concentré uniquement sur les actions, aujourd'hui, j'aurais très certainement un capital de plus de 100 000 euros en bourse. Et concernant les obligations, c'est un sujet qui est complexe. Investir sur des obligations individuelles, c'est hyper compliqué. Franchement, j'ai déjà essayé de comprendre le truc, j'ai rien compris. Peut-être que c'est votre cas aussi. Donc la meilleure alternative pour moi, pour investir sur des obligations, c'est de passer par des ETF. Mais des ETF obligataires éligibles au PEA, parce qu'au vu de la performance des obligations, il faut avoir une fiscalité assez douce, entre guillemets. Et on va regarder ce que propose Amundi en termes d'obligations, d'ETF obligataires. Donc là, je suis sur le screener de Amundi ETF qui nous permet de rechercher et de trouver des ETF. Donc on va regarder ce qu'il nous propose en termes d'obligations. Donc là, j'ai cliqué sur obligations. On va mettre éligibilité au PEA et regardez ce qui nous sort. Un seul résultat trouvé. C'est absolument, c'est assez triste quand on y pense. Dans les pays anglo-saxons, le choix est beaucoup plus fourni. Donc on va regarder ce que ça nous propose. Obligation d'État. Ok, donc de la dette d'État qu'on peut acheter. Regardons. Donc on a quoi? On a principalement de la dette italienne et de la dette française. Mais ce qui nous intéresse, c'est de regarder la performance moyenne depuis la création de cet ETF. Et on peut voir que depuis sa création, sa commercialisation en 2018, on est sur une performance de moins 6%.
C'est une très mauvaise performance et ça rejoint mes propos précédents. Néanmoins, je dirais pas que ce conseil est bon à jeter, mais je pense que la diversification est intéressante quand on a déjà un certain patrimoine. 500 000, 600 000, plus d'1 million d'euros. En dessous, je pense que ça ne sert à rien. Donc, je vais mettre mon petit bonhomme mitigé sur ce conseil. Quatrième conseil, règle, ouvrez votre portefeuille au monde. C'est important d'être ouvert dans la vie, les amis, effectivement. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Veillez à exposer votre portefeuille à ce vaste univers d'investissement pour mieux répartir le risque et multiplier les gisements de gains. Alors, gisement de gains, j'avais jamais entendu parler, c'est un terme assez insolite. Donc en gros, il nous dit d'investir sur l'indice MSCI World. Alors cet indice, MSCI World, il regroupe plus de 4500 entreprises à travers le monde. C'est un indice qui est ancien, qui a fait ses preuves. En moyenne, on est sur une performance de 8,9% sur 20 ans. Donc c'est une bonne performance. Ça permet de constituer un capital conséquent à long terme avec une bonne diversification. Mais maintenant, toujours en termes de diversification, est-ce que cette diversification est justifiée? Et est-ce qu'elle apporte de la performance? Et si oui, d'où vient la performance? Est-ce que ça vient de la France? Est-ce que ça vient de la Suisse? Des États-Unis? De l'Irlande? Je ne sais pas. On va regarder du coup la composition du MSCI World pour voir justement s'il est bien diversifié et si la diversification ne provient pas d'un seul et unique pays. Donc regardons, nous sommes toujours sur le site de Amundi. On descend, on descend, on descend. La composition, regardez bien. Apple première ligne avec 4%, ensuite Nvidia avec 4%, Microsoft avec 4%, Amazon avec 2,5%, et en fait le top 10 c'est que des entreprises américaines. Donc on va regarder pour voir si on n'est pas non plus dans le faux. Regardons. Voilà, États-Unis, 71% de l'ETF. Et là, on peut légitimement se demander, mais d'où vient la performance? La performance provient sur le MSCI World des États-Unis, des entreprises américaines. Et en termes de performance, peut-être que le MSCI World produit une meilleure performance que le S&P 500, qui sont, je le rappelle, les 500 plus grosses capitalisations américaines. On va regarder la performance du MSCI World par rapport au S&P 500. Donc ça va nous emmener sur un site qui s'appelle curvo.eu. On peut faire des backtests assez intéressants. Donc regardons la performance des deux indices. Donc graphiquement, déjà, on peut voir que le S&P 500 éclate le MSCI World. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça nous donne? Sur le S&P 500, on a 10,92% et le MSCI World 8,40%. Donc on est quasiment à 3% de différence au niveau du rendement. Vous allez me dire, mais oui, 3%, c'est pas énorme, hein. Mais faisons la simulation avec un simulateur d'intérêt composé. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet outil, tapez simulateur d'intérêt composé sur Google, calculatrice intérêt composé. Le site s'appelle Gérez mieux votre argent. Il y a tout le monde qui va dessus, toutes les personnes qui font du contenu sur la finance vont sur ce simulateur. Donc on va prendre un placement de 10 000, investi à 8,9%. C'est le rendement du MSCI World. On va le mettre sur 20 ans. J'aime pas 30 ans. 30 ans, c'est quand même trop long. On va regarder ce que ça nous donne. Et on obtient un capital de 58 910 $. Voilà. Faisons maintenant la simulation avec le rendement du SP500 que nous a sorti curvo.ei. Calculé. 87 944 $. On est à plus 30 000 par rapport au MSCI World. Donc sur ce point, je ne suis pas d'accord avec le revenu. Le MSCI World, effectivement, ça amène de la diversification, mais cette diversification ne sert pas à grand-chose, dans le sens où la performance provient uniquement des États-Unis. Donc, petit carton sur cette règle, je vais mettre un pouce rouge. Cinquième règle, arbitrer avec discipline. Il faut intervenir avec discipline, vendre quand l'optimisme prévaut et acheter quand les mauvaises nouvelles dominent. Alors sur ce point, je ne suis absolument pas d'accord. Quand on est investisseur, on garde ses positions à long terme. On regarde les états financiers de l'entreprise. Est-ce qu'elle continue à vendre, à augmenter son chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle est efficiente dans ses coûts? Est-ce que son bénéfice augmente? Est-ce que ses marges nettes augmentent? Pour le dividende, est-ce que son flux de trésorerie augmente aussi à long terme? On va regarder ce genre de choses. Et peu importe les news qui arrivent de la Fed ou de je ne sais qui, je ne sais quelle entité, tant que l'entreprise est performante sur le plan financier,
stratégique et au niveau de sa gouvernance, on garde le titre. Et si on fait comme nous le préconise l'article, qu'on achète et qu'on vend en fonction de l'humeur des marchés, on devient Jérôme Kerviel, on devient un trader. Donc on va multiplier les frais de transaction. Et le trading, c'est pas une discipline qui est accessible à tous. Ça demande des compétences, mais surtout ça génère un niveau de stress important. Donc on va regarder par exemple le cours de Visa que j'ai en portefeuille. On va fermer tout ça parce que ça commence un peu à être le bordel sur le bureau. Hop, regardons sur Visa. Et si on suit le raisonnement, alors le raisonnement est pas déconnant, mais après pour moi c'est du trading, c'est pas quelque chose que je préconise. Hein. L'objectif c'est pas d'être scotché derrière son écran. On aurait vendu effectivement le 14 février 2020. Mais à ce niveau-là, c'est très très difficile de savoir qu'il va y avoir un krach boursier. C'était le Covid. Hein. Donc on aurait vendu ici, on aurait racheté là, on aurait revendu encore le 28 août de 2020, donc 3-4 mois plus tard. On aurait racheté ici, on aurait vendu ici, racheté ici, revendu ici. Vous comprenez que c'est quasiment impossible de le faire ça. C'est quasiment impossible d'acheter et vendre au meilleur prix et de se positionner parfaitement à chaque mouvement de marché. Donc sur ce genre d'entreprise de qualité, solide financièrement, tout ce qu'on a vu, etc. Moi, je me positionne et je jette mes identifiants. Je ne consulte plus mon compte Interactive Broker. Je regarde les états financiers trimestriels et annuels pour voir si on est toujours sur les bons rails, mais je m'amuse pas à vendre quand je fais une plus-value. Par contre, effectivement, on peut renforcer quand il y a des petits points bas. Donc voilà, quand on est ici, on peut très bien se dire, allez, j'investis 2000, 3000 euros en fonction de vos moyens toujours. Et pour ces raisons, je mets un no-go sur cette 5e règle. Nous ne sommes pas des spéculateurs, nous sommes des investisseurs. Nous gardons nos positions à long terme. Et voilà, petit pouce rouge pour cette règle. 6e règle, adopter une approche éco-responsable. J'adore ce terme. Les valeurs vertes et socialement responsables restent des paris clés pour l'avenir. Tenez compte des caractéristiques extra-financières, environnementales, sociales, gouvernance. C'est une tendance structurelle de long terme. Alors sur ce point, il y a des choses vraies et des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. La première avec laquelle j'entre en contradiction, c'est sur l'aspect environnemental. Je m'explique. Dans la composition du Amundi ESG, S&P 500 ESG, eh bien, on pourrait s'attendre à avoir des valeurs vertes uniquement, des entreprises qui produisent des panneaux photovoltaïques, d'autres qui fabriquent des voitures électriques, hein, comme c'est le cas pour Tesla. Mais je me suis aperçu que dans cet indice ESG, S&P 500 ESG, on avait ExxonMobil. ExxonMobil, valeur pétrolière par excellence, je pense qu'il y a plus éco-responsable que ça. Et pareil pour Tesla, qui produit et commercialise des voitures électriques, eh bien ils ont sorti Tesla de l'indice. Et le contraste est assez frappant. On laisse ExxonMobil dans l'indice S&P 500 ESG, mais on enlève Tesla. Va savoir pourquoi. Et c'est à cause de ces critères subjectifs que je ne comprends pas, que je ne me positionne pas sur l'ESG. Autre point, le critère ESG n'est pas un critère d'investissement. Pour réussir ces investissements, il faut se baser sur des faits factuels, donc les chiffres, comme ils disent hein, exactement hein, dans la règle, hein, c'est juste hein, ce qu'ils disent. Hein. On se base sur le chiffre d'affaires, le résultat net, l'endettement, les cash flows, la soutenabilité du dividende. Mais si on commence à ne plus se positionner sur des valeurs non ESG comme l'armement, le tabac, l'alcool et compagnie, eh bien on ferme la porte à certaines opportunités. Et des opportunités, il y en a. La première sur une valeur de rendement qui s'appelle Altria. Alors c'est pas la meilleure valeur pour se constituer un capital, mais le dividende est très intéressant pour les personnes qui veulent compléter leurs revenus ou totalement substituer leurs revenus du travail. Elle est intéressante cette valeur. 8% de rendement sur dividende. Et en termes d'historique de dividende, on est sur un versement depuis 1970 avec des hausses, des baisses. Hein, c'est pour ça qu'elle est à 38, hein, note de dividende. Elle est à 38 pour Altria, mais ce sont des valeurs assez solides qu'on peut garder en portefeuille sur le long terme. Est-ce que cette tendance va continuer? Je ne sais pas, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais voilà, un exemple d'opportunité à laquelle on se ferme si on investit uniquement sur de l'ESG. Un autre exemple, c'est l'entreprise General Dynamics qui opère dans le secteur de l'armement.
pareil, hein, on est sur une belle entreprise avec une augmentation moyenne du dividende de 7%. Voilà, c'est pas non plus la fête du slip, mais c'est quand même un beau chiffre. Vous voyez que là, ça fait 1979 que l'entreprise verse ses dividendes avec des hausses, plus de hausses que de baisses. Et c'est une entreprise avec laquelle on peut avoir des performances tout à fait honorables. On regarde sur 5 ans, la performance, on est à 70% de performance sans compter les dividendes. C'est similaire effectivement au S&P 500, mais elle a le mérite d'exister. En revanche, pour contraster tout ça, il y a un point avec lequel je suis d'accord, c'est la satisfaction des employés, donc le bien-être des salariés au travail. C'est extrêmement important. Parce que quand vous avez des équipes motivées avec des gens qui ont des bonnes conditions de travail, eh bien, ça va permettre de booster leur efficacité et donc d'améliorer par exemple les bénéfices. Donc il y a une petite astuce pour voir la satisfaction des employés au sein d'une entreprise, c'est avec ChatGPT, et on va lui demander, peux-tu me donner le niveau de satisfaction des employés chez Visa? On va voir ce qu'il nous dit. Voilà ce qui nous sort. La satisfaction des employés chez Visa est globalement élevée. Selon une étude menée par Great Place to Work, 88% des employés estiment que Visa est un excellent endroit pour travailler. Voilà, donc là c'est l'exemple d'une entreprise qui favorise ses salariés, qui les chouchoute. Donc ça se reflète dans le bénéfice, même si c'est pas uniquement dû à ça, c'est un excellent plus. Maintenant on va regarder pour des entreprises comme McDonald's. J'ai jamais fait la recherche. Voyons voir ce qu'il nous sort. Voilà, ok. Ah, il nous sort un truc qui n'est pas en pourcentage. Moi, j'aime bien les chiffres. Voilà, donc on va lui demander en pourcentage. Voilà ce qu'il nous sort. La satisfaction des employés chez McDonald's est de 70% des anciens et actuels employés. Donc pour moi, par exemple, hein, c'est un chiffre qui est pas bon et c'est pour ça que je me positionne pas sur McDonald's. Alors il y a d'autres raisons, hein, c'est pas l'unique raison, mais ça nous donne de bonnes indications sur l'efficacité des employés de la société. Donc au niveau de cette 6e règle, je suis encore mitigé. Je mets un petit bonhomme sceptique, même si il y a des choses vraies dans ce qu'ils disent, mais c'est pas assez développé pour moi. C'est le problème hein, des articles d'ailleurs qui font des checklists comme ça, des 10 règles, des 20 règles à respecter pour bien investir, c'est qu'ils vont pas assez dans le détail. Donc j'espère que cet exercice vous plaît. Et je fais un petit rappel, dites-moi ce que vous pensez de ces différentes règles. Si vous voulez discuter, c'est dans les commentaires. Pour continuer, la 7e règle, limiter les frais. La gestion d'un compte titre peut coûter jusqu'à 3% par an en cumulant frais de courtage, droits de garde, frais de gestion et autres commissions. C'est absolument vrai. Voilà. Dans les banques traditionnelles, ils peuvent vous facturer jusqu'à 3% par an. C'est pour ça que les investisseurs s'orientent de plus en plus vers les courtiers en ligne. Donc avec ce point, je suis totalement d'accord. Mais j'aimerais challenger quand même cette règle dans le sens où pour nous, investisseurs, qui passons peut-être 1 à 2 ordres de bourse par mois, les frais sont assez anecdotiques quand on regarde. Je vais prendre l'exemple des 3 courtiers les plus plébiscités par les investisseurs. Dans le cadre d'un PEA, et pour un ordre de 500 €, Bourse Direct facture 99 centimes, Boursorama 1,99 € et Saxo Bank 2 €. Donc si on prend l'hypothèse qu'on fait 12 opérations par an, eh bien ça te fait économiser 12 €. C'est une économie qui est assez anecdotique, qui ne représente pas grand-chose, surtout si vous avez un portefeuille de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. 12 € d'économie, ce n'est pas grand-chose. Donc choisir son courtier pour les frais, oui, ça peut être un critère, mais ce qui est vraiment important, c'est que le courtier soit fiable, qu'il soit par exemple coté en bourse pour qu'on ait accès à ses comptes, qu'il ne détienne pas vos actifs dans ses comptes, hein, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des actifs, ou encore qu'il soit protégé par des garanties, ce qu'on a généralement sur les courtiers français au niveau des garanties de PEA, c'est le fonds de garantie de dépôt et résolution, donc qui vous couvre jusqu'à 100 000 € en cas de faillite du courtier. Mais comme je suis assez sympa et que je vais pas non plus trop les challenger, je mets un pouce vert pour valider ce critère. 8e règle, optimiser la fiscalité. Profitez des enveloppes dotées d'atouts fiscaux pour investir, comme le plan d'épargne en action, l'assurance vie, etc., etc. Même s'il n'y a pas beaucoup d'etc., c'est les deux seuls, hein, PEA et assurance vie. L'avantage du PEA, c'est qu'on n'est pas imposé quand on fait une plus-value, tant qu'on la laisse dans le PEA. Pareil pour les dividendes que vous recevez, vous n'êtes pas taxé au moment
de la perception du dividende. Vous pouvez le réinvestir ensuite sans payer de taxes. Et c'est vraiment un super atout. Par contre, au moment du retrait, vous ne payez pas effectivement d'impôt sur le revenu, mais vous allez payer les prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux, eh bien, ils évoluent. On va regarder l'évolution des prélèvements sociaux depuis quelques années. Là, je suis tombé sur un super article là, de la Finance pour tous. Hein, donc, merci à lui pour cet article. Hein. Je le cite, hein, je ne suis pas quelqu'un qui s'approprie le travail des autres. Mais on peut voir qu'en 1996, les prélèvements sociaux étaient de 0,5%. Ils montent ensuite en 98 à 10%. Et comme ça, on a une augmentation assez constante au fil des années pour arriver depuis 2018 à 17,2%. Donc la question légitime qu'on peut se poser, en 2050-60, au moment de retirer nos capitaux, nos gains, comment va évoluer les prélèvements sociaux? Est-ce qu'on aura une baisse, sachant que c'est jamais arrivé par le passé, ou est-ce qu'on sera à 30-40% de prélèvements sociaux? Donc c'est un raisonnement qu'on peut avoir et qui est tout à fait légitime. Je dirais donc qu'il ne faut pas prendre pour acquis les avantages fiscaux actuels du PEA et de l'assurance vie. Ils peuvent évoluer. Mais si on considère que les prélèvements sociaux vont rester stables ou qui vont baisser à long terme, oui, c'est une super enveloppe pour investir. Et surtout, comme je l'ai dit avant, on n'a pas de taxation au sein du PEA. La taxation uniquement quand on retire ses fonds. Un autre point important, j'entends souvent des personnes dire à travers des vidéos, des articles de blog que le PEA c'est absolument de la merde et compagnie. Alors moi je trouve que le PEA est adapté aux personnes qui ont un objectif de capitalisation, qui veulent se constituer un capital, parce qu'on a accès à des supports assez intéressants, hein, comme le S&P 500 en réplication synthétique, ou en action individuelle, on a certaines actions qui sont vraiment pas mal, hein, qui délivrent une excellente performance à long terme. Je pense à Hermès, LVMH, L'Oréal, ASML Holding, Ferrari. Ce sont des super entreprises qui battent constamment leur indice de référence, à savoir le CAC 40 hein, si on prend LVMH. Par contre, en termes de dividendes, et pour les personnes qui veulent se constituer une source de revenus solide grâce aux dividendes, c'est beaucoup plus limité. Rares sont les entreprises qui augmentent leurs dividendes tous les ans de 10-15% par an sur 20-30 ans. Il y a peut-être LVMH qui le fait, et encore, il y a eu des coupures et des réductions de dividendes, mais je vous montre juste l'historique du dividende, par exemple, de Total Energy. C'est un bon rendement, c'est une bonne action de rendement, mais au niveau de son dividende, on peut voir que c'est absolument pas stable. C'est-à-dire qu'en 2009, on est à 2,46, ensuite on baisse à 2,28, réaugmentation en 2014 pour rebaisser jusqu'en 2019. 2019, augmentation, 2020, à cause du Covid, baisse, augmentation de nouveau en 2022, puis baisse en 2023. C'est un dividende qui n'est pas stable, qui va durer dans le temps. On n'arrive pas à prévoir vraiment la trajectoire qu'il va avoir. A contrario, des entreprises comme Snap-on, que j'ai un portefeuille via mon compte titre chez Interactive Broker, eh bien, on arrive plus facilement à prédire ce qu'on va gagner dans 20-30 ans. Vous pouvez voir le petit graphique, hein, sympa. Hein. En 1987, on était à 0,48 centimes par action en termes de dividendes. En 2023, on était à 6,72, dites-vous. Et dans le cadre d'une stratégie de dividendes, investir sur ce type d'action américaine, hein, du coup, peut s'avérer beaucoup plus judicieux. Et même avec la fiscalité de 30%, qui correspond à la flat tax, on obtient une performance boursière très nettement supérieure à Total Energy. Donc est-ce qu'on va leur mettre un pouce vert ou pas? On leur met un petit pouce vert, effectivement, parce que le conseil est bon pour les personnes qui souhaitent commencer à investir en bourse. Le PEA est très largement adapté. Voilà, si vous avez un petit capital et que vous faites des petits versements sur le long terme, ça suffit très largement. Après, il faudra vraiment vérifier l'évolution des prélèvements sociaux. Je vous avoue que c'est quelque chose qui me fait peur. Des fois, je rêve, ou plutôt je cauchemardise sur l'augmentation des prélèvements sociaux. C'est quelque chose vraiment qui est à surveiller. 9e règle. On a bientôt terminé les amis, les 10 règles. Donc la 9e, c'est panacher les supports. Alors déjà, le titre, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire panacher les supports. Je pense que c'est un petit terme de conseiller financier. Le jour où vous serez conseiller financier, sortez ça et le client vous fera les yeux doux. Donc qu'est-ce qu'il nous explique? Combiner la détention de titres en direct avec celle de fonds actifs ou de fonds indiciels cotés.
Alors, déjà, les fonds actifs, tu peux enlever ça de ton article, enfin, du moins, le journaliste qui a écrit ça, les fonds actifs, tu peux l'enlever, à part si c'est Berkshire Hathaway, beaucoup trop gourmand en frais pour la performance délivrée. Par contre, c'est un point avec lequel je suis en adéquation. Détenir des titres en direct avec un portefeuille ETF, c'est une stratégie qui peut marcher. Sur certains titres, on peut avoir une surperformance. Beaucoup de youtubeurs disent que c'est impossible de battre les indices, mais avec certaines actions individuelles qui ont des caractéristiques communes, à savoir une forte augmentation des bénéfices, des marges nettes, avec un faible endettement, eh bien ces actions peuvent surperformer les indices. Je vous prends par exemple l'exemple d'Apple. On va le comparer par rapport au Nasdaq, qui est son indice de référence. Ce serait faux de le comparer avec le S&P 500. Donc je suis sur Snowball Analytics pour faire le backtest. On va mettre le benchmark Nasdaq 100, qui est son indice de référence. Nous allons ajouter la fiscalité de 30%, très intéressant, réinvestissement des dividendes, et on va faire le backtest depuis 2008. Regardons ce que ça donne. Et effectivement, ouais, le portfolio avec l'action Apple surperforme le S&P 500 de 2800%. Ça signifie qu'avec 10 000 euros investis sur Apple, on aurait obtenu 15 ans après 400 000 euros, un capital de 400 000 euros. Je vous laisse faire quelques simulations, mais si vous étiez parti avec 50 000 euros de capital initial, vous serez arrivé à 2 millions. Autant dire que la liberté financière serait déjà pliée pour vous. Mais par contre, sur le S&P 500, on aurait obtenu un capital seulement de 108 000 euros. Alors, ce sont des problèmes de riches, entre guillemets, mais cet exemple nous montre qu'avec des actions individuelles qui ont des fondamentaux solides, un positionnement stratégique et un avantage compétitif élevé, on peut battre les marchés. Autre point important que je voulais développer encore, je sais que je parle beaucoup dans les vidéos, mais j'essaie vraiment de vous donner beaucoup de matière. Le point que je voulais évoquer, c'est au niveau des dividendes. Il y a deux manières de gagner de l'argent en bourse et surtout de percevoir sa rente. La première, c'est grâce au capital. C'est-à-dire que tu vas vendre une part de tes actions, tes ETF, et tu vas prendre cette part pour vivre. Et généralement, on essaye de prendre 4% de son capital tous les ans pour qu'il reste intact sur le long terme. Le problème de cette règle des 4%, c'est que quand les marchés sont haussiers ou stagnent, c'est pas un problème. Mais par contre, si tu prends un moins 20, un moins 30 sur ton portefeuille et que tu appliques toujours cette règle de 4%, eh bien, tu vas liquider ton portefeuille et au bout de quelques années, tu n'auras plus rien. C'est pour ça, je pense, c'est mon avis, qu'avoir un portefeuille d'actions à dividendes de qualité est intéressant parce que peu importe l'humeur des marchés, que ça fasse moins 20, moins 30%, eh bien on continue à percevoir des dividendes et on peut subvenir à ses besoins, même en période de forte correction boursière. Et d'ailleurs, ce que je recommande sur mes vidéos, même dans ma formation, avec le coaching, c'est d'avoir une part sur des ETF et une part sur des actions individuelles à dividendes pour justement être en mesure de se payer peu importe ce qu'il arrive. Donc est-ce qu'on valide cette règle? On les a un peu challengés, mais on va mettre que oui, on est d'accord avec le fait qu'il faut détenir aussi des actions en plus de fonds indiciels et pas actifs, comme ils auraient pu le dire. Et enfin, la 10e règle, conserver des liquidités. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Garder au moins 5 à 10% de liquidité, voire plus, en période de baisse des marchés pour pouvoir réinvestir sur le repli. Alors c'est un point avec lequel je suis entièrement d'accord. J'ai jamais été aussi d'accord depuis le début de cette vidéo. Pourquoi? Parce que je me suis mordu les doigts en 2020 de ne pas avoir de capital disponible pour investir. Il me semble que j'avais investi 5 000 euros qui me restaient sur mon compte en surplus de mon épargne de précaution. Ça m'a permis d'acheter Total Energy et au passage de faire une très belle plus-value. Mais si j'avais eu 30 000, 40 000, 50 000 euros en plus, je pense que j'aurais pu atteindre vraiment un capital colossal. 5 à 10%, ça me paraît justifié parce que généralement les krachs boursiers arrivent tous les 7-8 ans. Donc n'allez pas garder 50% de votre compte sous forme de liquidité. 5 à 10%, ça me paraît pas mal. Donc pour un portefeuille de 50 000, vous gardez 5-6 000 euros dans le cas où les marchés se pètent la gueule et vous réinvestissez
sur les actions de qualité qui ont chuté. Si vous avez 100 000, vous gardez 10 000. Et si vous avez 1 million, vous pouvez garder 100 000. Et comme ça, au moment où il y a correction boursière, vous investissez votre surplus et vous n'avez pas de remords. Et donc, nous leur mettons un pouce vert pour valider cette règle. Et si je résume un peu le scoring de cet article, on est à 5 sur 10. Allez, peut-être 6 sur 10 avec les pouces verts et les bonhommes mitigés. Mais en règle générale, c'est vrai qu'on manque de précision. Donc j'ai fait de mon mieux pour essayer de vraiment rentrer dans le détail et de challenger un peu toutes ces idées qu'on peut voir dans cet article. Et ce sont des règles qu'on voit souvent sur les blogs financiers ou sur les chaînes YouTube qui traitent aussi de la bourse. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et pour celles et ceux qui veulent commencer à se former sérieusement en bourse, vous pouvez rejoindre la newsletter. Vous avez une formation sur 3 jours où vous apprenez les bases de la bourse. Je partage aussi tous les mois mon portefeuille avec les différentes positions que j'ai prises. Le lien se trouve dans la description. Et que dire d'autre? Bonne journée, bonne soirée et à plus les investisseurs minimalistes. Ciao, ciao.